interview. Merci Karl de venir te prêter au jeu de l'interview pour cette je sais plus combienième édition du salon du trading. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton parcours, qui tu es et pourquoi je suis là. Et pourquoi tu es là? Ok. Donc, je m'appelle Karl Toussaint Duvast, je viens de la gestion de patrimoine depuis 17 ans. J'ai créé notamment un site qui s'appelle Net Investissement, qui est une grosse marketplace de placement, qui a été vendu au groupe Primonial, qui est le leader de la gestion de patrimoine en France il y a un peu plus d'1 an et demi. Et depuis 2019, je me suis vraiment spécialisé et pris de passion pour la crypto-monnaie. Alors, pour des questions aussi d'investissement, mais aussi pour le changement sociétal profond que ça allait apporter et toute la technologie. Et de cette expérience personnelle, j'ai souhaité la partager à mes confrères CGP et plus largement les gens qui évoluent dans l'écosystème de la finance, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait finalement une appétence beaucoup plus forte de la part des clients finaux que des professionnels qui s'en méfiaient comme souvent quand il y a des changements. Et donc j'ai mis en place une solution de formation via un site qui s'appelle Forma Crypto, et j'ai écrit un livre qui est notamment l'objet de ma venue, qui s'appelle Blockchain, Crypto et DeFi, que je vous invite à voir sur Amazon, qui est un voyage initiatique pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre cet écosystème sans être des spécialistes du codage informatique. Donc ça s'adresse vraiment à celles et ceux qui veulent tout comprendre, un premier jet, on n'en fait pas un expert évidemment après ce livre, mais c'est tout comprendre de la blockchain, du Web3, des NFT, du métaverse, du Bitcoin et de toute cette révolution qui est en train d'arriver chez nous. Et qu'on voit au salon du trading, puisque le sujet des crypto-monnaies est un gros sujet pour les traders notamment. En effet, en effet. Alors, tu as rejoint, on le voit sur ton t-shirt, la société Hesiod, si je prononce bien, c'est ça? Hesiod. 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 Qu'est-ce que propose cette société? Quelle est son offre? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est que Hesiod est une plateforme qui va proposer à n'importe quel gérant, donc un trader pour fonds propres ou un trader pour compte de tiers, qui a une expertise sur la classe d'actifs crypto, de pouvoir venir fabriquer et embarquer son propre fonds commun crypto. C'est comme ça qu'on l'a appelé, on l'a déposé à l'INPI. Donc, c'est une allocation qu'il va pouvoir gérer, un FCC, qui va pouvoir gérer et arbitrer lui-même en 3 clics, parce que finalement, la technologie est extrêmement simple, c'est celle qu'on connaît déjà sur les plateformes de trading classiques, mais en mettant à disposition de tout le monde son propre FCC, tout un chacun, en l'occurrence les CGP, les professionnels de l'investissement, pourront faire investir leurs clients dans le fonds de ce gérant ou de ce trader, ce dernier touchant des frais de gestion comme le ferait une société de gestion. D'accord. Donc tu as une expertise en trading. Mais alors, du coup, comment ça marche? Est-ce que vous utilisez un smart contract pour prélever les frais de gestion, tout ça? On passe par un protocole sur la blockchain Polygon. D'accord. Donc c'est la blockchain Polygon qui nous permet de générer des protocoles fees, donc des frais de gestion qu'on peut rétrocéder. Et tu as raison, c'est un smart contract qui définit ces règles qui seront connues par l'investisseur final. Et le smart contract dit tant de frais de gestion vont chez nous, tant de frais de gestion vont aux traders. Donc en fait, c'est automatique, je veux dire, il n'y a pas de... Tout est géré, enfin, vous utilisez pleinement la technologie de la blockchain en fait. En fait, on fait ce qu'on appelle un bridge. Le bridge, c'est quoi? C'est le pont qui lie les plateformes de trading Web 2 qu'on connaît classiques, qui sont faciles d'utilisation, et toute la barbarie technologique du code du Web 3 qui est compliqué. Le protocole Hesiod fait ce pont pour que le trader ou le gérant puisse en quelques clics faire ses arbitrages de position à 2 h du matin, évidemment, le samedi, parce qu'on trade 24 h sur 24 dans la crypto. Et donc, sa stratégie de gestion, il peut la gérer 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et embarquer de l'alpha et générer de la valeur pour les clients investisseurs. Et la totalité des clients qui investissent dans son fonds, il percevra une commission, des frais de gestion là-dessus. Super. Alors, ces fonds communs crypto, c'est FCC. Tout le monde peut les créer ou il faut quand même être régulé comme CGP, avoir un agrément? En fait, il faut bien comprendre que la blockchain, elle est pragmatique. Le secteur de la crypto, elle est pragmatique. Nous, on doit être régulé. Nous, on doit être UPSA, on doit être ISN. Vous êtes bien sûr. D'accord. Mais n'importe quel particulier, je dirais, peut venir proposer son produit. Ensuite, il faut qu'il soit bon. Parce qu'évidemment, notre outil va montrer du track record. Bien sûr. Donc, va ghoster en fait ses positions, sortir en temps réel une position passée, un calcul de vol, et il faut évidemment que son arbitrage et sa stratégie de gestion soit la plus efficace possible. Alors, il peut être pur dans un secteur, ça peut être un généraliste, il choisira sa stratégie, mais la performance sera indiquée. Donc, on saura un peu son niveau d'expertise. Et ensuite, c'est le marché qui décidera de sa qualité. Alors, j'ai bien compris, c'est ouvert à tous. Maintenant, la vraie révolution quand même de ce que vous proposez, c'est de pouvoir avoir cette technologie-là pour les CGP,
pour les professionnels de la gestion de finances, de la gestion de patrimoine. Quelles sont les garanties que vous offrez à ces gérants qui sont peut-être plus exigeants que des traders particuliers qui veulent, quelles sont les garanties que vous leur offrez? Je dirais qu'il y a 3 garanties qui sont pour moi les 3 garanties principales. La première, et je vais en parler cet après-midi avec Quentin à la conférence, on est une société française, basée en France, avec des fondateurs français. Or, dans notre écosystème de la DeFi, donc de la finance décentralisée, tu as tout et n'importe quoi. Et la première erreur à généralement ne pas commettre, c'est de choisir une plateforme à Malte ou je ne sais où, gérée par je ne sais qui. Donc, la transparence et la traçabilité des professionnels dirigeants, ça, c'est la première promesse. La deuxième, évidemment, tous les agréments qui nous permettent d'opérer, PSAN, probablement IASN en tant que société de gestion. Et la troisième, c'est d'apporter toutes les cautions de solvabilité et de protection des fonds. Et pour ça, on a choisi tout simplement Ledger, qui est le leader mondial. On va pas inventer la poudre. Voilà. Et on travaille avec leur outil Ledger Vault, qui est un outil fait pour le custodian, pour assurer la solvabilité, la garantie de protection des données des fonds des clients. Ça, c'est les 3 promesses de valeur importantes. Ça me semble cohérent. Je te confirme. Est-ce que, alors, je pense que tu as déjà partiellement répondu à ma dernière question, puisque tu m'as dit que c'était ouvert à tous. Mais est-ce que vous avez une solution? Parce qu'on parle beaucoup de copy trade. Je ne sais pas si tu connais un peu le monde du trading. eToro le fait. eToro, d'autres. Est-ce que votre solution est adaptée ou est-ce qu'une solution le sera plus tard pour ceux qui font vraiment du trading crypto, mais vraiment du trading et qui sont indépendants? Notre modèle économique, c'est du B2B2C, d'accord? Le copy trading, c'est plutôt du B2C, on va dire, d'accord? Hesiod permettra à des CGP de venir fabriquer leurs propres fonds ou des family office de venir fabriquer leurs propres fonds qu'ils peuvent ouvrir au monde ou les garder fermés. Sur Hesiod, il y aura aussi nos propres FCC. D'accord. Donc on pourra investir dans nos FCC. On a prévu 4 FCC, Bitcoin, Ether, enfin des choses assez fondamentales. Et ensuite, tout à chacun pourra venir proposer son expertise. Et s'il est bon dans son savoir-faire de trading, il mettra à profit son expertise de trading et ses trades aux investisseurs qui rentreront dans son fonds. Mais c'est plutôt de l'intermédiation. On ne sera, nous, jamais directement en contact avec l'investisseur final. Il passera soit via un professionnel qui investira dans le fonds du trader, soit via un family office qui investira dans son feed. D'accord, très bien. Pour moi, c'est très clair. Si quand même, par rapport au trading, du coup, votre protocole, il supporte... on peut faire 10 transactions dans la journée. On peut faire 10 000 transactions à la seconde. La puissance du protocole de Polygon, pourquoi on a choisi Polygon? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a justement une scalabilité qui permet de faire jusqu'à 10 000 transactions à la seconde, donc on est tranquille en termes de rapidité. Et la deuxième, c'est qu'il est branché sur l'Ethereum, donc c'est ce qu'on appelle un EVM, Ethereum Virtual Machine. Donc c'est un protocole qui travaille sur Ethereum avec toute la puissance de frappe d'Ethereum, sans les frais. D'accord. C'est le meilleur des 2 mondes. Super. Voilà. Non mais Polygon est une référence dans l'écosystème. Il est le 2e, 3e plus gros opérateur derrière Ethereum. Et on l'a choisi parce qu'il a une vitesse de transaction très forte et des frais qui sont très faibles. Alors, moi, j'ai plus de questions. J'ai envie de dire jusqu'à présent. Est-ce que vous avez des questions dans l'assistance, j'ai envie de dire? Vas-y. Là, ce que vous proposez, c'est que des offres crypto. Est-ce qu'il y a aussi des actions liées, par exemple, justement au secteur des cryptos? Bonne question. Voilà. Pour pas être, imaginons qu'il y a une personne qui ne veut pas être exposée directement aux cryptos, mais directement à travers des sociétés. Equity, type Ledger. Exactement, type Ledger. C'est une très bonne question. Il y a aujourd'hui sur le marché, il y a des sociétés comme Tobam que certains d'entre vous connaissent, qui proposent déjà des fonds qui sont des fonds equity. Donc ce sont des fonds qui investissent dans l'écosystème de la blockchain et des cryptos, mais ça n'est pas des fonds de crypto. On investit dans Ledger, on investit dans toutes ces sociétés qui développent de la technologie autour de la crypto-monnaie. Et l'offre pure crypto, rentable, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est-à-dire que les professionnels, il faut qu'ils gagnent des sous quand ils vendent ça à leurs clients. Et aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique qui est adapté aux professionnels, aux intermédiaires, on va dire, qu'ils soient traders ou CGP. Donc nous, notre parti pris, c'est de dire non, on va proposer du pur crypto. Mais tu pourras investir dans l'absolu dans les 20 000 cryptos du marché. Ce qui n'est pas une bonne chose à mon avis. Il faut se concentrer sur le top 50. Mais non, on sera vraiment un opérateur pur crypto-monnaie. Parce qu'il y a déjà des offres par ailleurs. Et l'idée, c'est d'apporter une solution qui est complémentaire. Allez-y.
est-ce qu'il y a aussi des propositions de type farming ou des choses comme ça qui vont être proposées par la suite? Super. Pour l'instant, c'est que. Super, très bonne question. Alors, bon, là j'ai très peu de temps pour en parler, mais évidemment, alors le farming ne fait pas a priori partie de notre stratégie initiale. On va faire du stacking. Voilà, on va faire du stacking. J'aurai une question après. Pour doper un peu le rendement, j'allais dire passif des fonds, évidemment qu'on va stacker. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on va stacker. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le stacking. Le stacking, c'est tu as des crypto-monnaies, tu les bloques sur le protocole, ça solidifie la blockchain et donc le protocole, comme on le ferait si je faisais un parallèle très grossier avec son livret A. Tu solidifies les fonds propres de ta banque, en contrepartie de quoi elle te donne généreusement 2%. Merci beaucoup. Mais c'est la même philosophie. C'est-à-dire qu'en stackant tes cryptos, on les bloque pendant 1 mois, 3 mois, eh bien, on a un rendement qui va de 3%, 4% sur le Bitcoin jusqu'à 15-20% sur d'autres cryptos. Donc, ça vient doper passivement le rendement et parfois même venir compenser éventuellement une correction partielle de marché. Et c'est quoi justement la différence entre le farming et le stacking? J'ai jamais compris perso. Hein. Alors, le stacking, c'est le fait de placer des crypto-monnaies et de renforcer une blockchain, et le simple fait d'y participer te rémunère, puisque tu n'es plus mineur, mais tu es solidificateur de la blockchain. Donc, tu touches une petite partie des frais de chaque transaction. D'accord. Le farming, c'est tu participes à la création de nouveaux tokens. D'accord. Donc, le farming se fait surtout sur des petits protocoles. D'accord. Des petits projets. Alors, moi qui travaille le sujet depuis 4 ans, il y a eu beaucoup de volatilité folle sur des projets crypto, mais qui n'étaient basés que sur on va dire un peu de FOMO sur les marchés, c'est-à-dire des effets d'annonce, mais qui ne reposaient pas sur des fondamentaux. Et on pense que la pérennité de l'activité de ce secteur, il repose quand même sur des vraies activités, des vrais protocoles. Je parlais de Polygon, d'Ethereum, Bitcoin étant un cas à part. Il vaut mieux plutôt privilégier ces cryptos-là. Mais il y a une multitude de solutions de générer du rendement passif avec les crypto-monnaies. On retrouve les mêmes fondamentaux que dans notre finance traditionnelle, sauf que ce qui est incroyable, c'est que 100% de la valeur qui est générée est redistribuée à 95% aux participants. Dans notre système financier actuel, 100% de la valeur créée va à 95% à la banque, enfin 99% aux intermédiaires à la banque et 1% à l'investisseur. La blockchain, elle casse ça puisqu'elle coupe les intermédiaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que ceux qui participent activement à l'activité sont rémunérés. C'est beaucoup plus sain, je dirais. Beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question de marché. Vas-y. Que pensez-vous de l'avenir de la crypto, justement, au vu du contexte économique très actuel, on va dire, très tendu, très budget pour... La réponse, elle est dans la question. C'est-à-dire qu'on arrive à un point de rupture d'un cycle. On a connu 2008, 2008, et puis on a maquillé la mariée en injectant des milliards. On arrive à bout de souffle. La politique des banques centrales arrive à bout de souffle. L'économie américaine et le dollar vont irrémédiablement s'effondrer, d'accord? Et ils ne pourront pas refaire ce qu'ils ont fait les 10 dernières années. Ça arrive à un momentum de marché. C'est pour ça d'ailleurs que ces cryptos arrivent. Il n'y a pas de secret. Satoshi a inventé ça en 2009 au lendemain des subprimes. Ma conviction, et la conviction de l'ensemble des professionnels du secteur, c'est que quand le marché va collapser, comme on dit en anglais, il va basculer. Alors c'est pas tout va basculer évidemment, mais il va y avoir un transfert irrémédiable d'une grande quantité de cash qui est actuellement sur les marchés traditionnels vers cette solution alternative qu'offre le Bitcoin, qui est la locomotive, et une grande partie des crypto-monnaies. Donc je pense qu'on est justement à 3 à 6 mois d'une reprise très forte du marché. Là, depuis 6 mois, le Bitcoin, il oscille entre 19 et 20 000. Je prends le Bitcoin parce qu'il est l'étalon, il monte la tendance. Bon. Et le marché, il bouge pas. On est à 950, 1 trilliard, quoi, grosso modo, ça bouge pas beaucoup. Et je pense que dans les 6 mois, quand on va rentrer en récession aux États-Unis, quand on va rentrer en récession en Europe et que les gouvernants vont assumer de le dire, parce qu'il ne faut pas nous prendre trop pour des chèvres, à un moment donné, il y a un basculement de cash qui va se faire, en partie sur cet écosystème crypto. Manifestement, on va dépasser l'ATH de l'année dernière et aller taper un Bitcoin à 100 000 $ probablement dans les 12-18 mois. Pour des questions de nécessité de transfert, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de cash, mais on ne sait plus où le mettre. On a quand même si on a dévissé, les actions ont dévissé, on a quand même des valorisations qui sont démentes, des PER qui sont déments, une inflation folle et des taux qui aujourd'hui sont plus propices à un marché action traditionnel. À court terme, c'est pas bon pour les cryptos, mais la solution alternative proposée par les crypto-monnaies, la finance décentralisée, elle redistribue le pouvoir au peuple. Moi, je suis un libéral assumé, hein, mais il faut accepter ces règles. Tu parles de finance décentralisée, c'est important.
tu nous as parlé tout à l'heure de ton protocole Polygon, le protocole que vous utilisez comme moteur pour Hesiod. Je ne sais pas si tu as vu les news ce matin, il y a eu un hack sur Binance. Peut-être pour expliquer à l'audience, quand il y a un hack comme ça, je crois qu'il y a 100 millions de dollars qui se sont envolés, qui ont été volés, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le protocole blockchain derrière. Ça n'a rien à voir. Quand Binance se fait hacker, c'est comme quand une banque se fait hacker. Binance, en l'occurrence, leader mondial, est une plateforme très centralisée. Elle n'est pas DeFi, elle est CeFi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est PSAN, que quand tu ouvres ton compte sur Binance, on te demande ton identité, la traçabilité de tes fonds, il y a un audit patrimonial qui est fait comme tu le fais pour une banque normale. Et donc, elle est soumise aux mêmes règles d'attaque. À une différence, c'est que si effectivement ces fonds ont été hackés par un pirate, c'est très probablement de la faute de l'utilisateur. D'accord. Parce qu'il faut bien comprendre que les blockchains ne se font pas hacker. C'est les utilisateurs qui, par malveillance, dans 99% du temps, se font avoir. C'est-à-dire qu'ils se font attaquer par un mec, qui leur demande leur clé, il donne la clé. Il y a plein de moyens contournés de te faire avoir, évidemment. Et c'est comme ça que tu te fais piquer ton argent. Mais l'attaque des serveurs de Binance, j'ai regardé cette news, on va attendre l'enquête, on va dire, ouais, mais manifestement, ce ne sera pas les serveurs de Binance qui auront été attaqués. C'est un utilisateur, un compte d'utilisateur qui a été un petit peu laxiste. C'est ça. Et il y a une confusion qui est faite beaucoup par les médias qui disent il y a des hacks, il y a des hacks, il y a des hacks. D'abord, il y a eu des hacks bien plus importants dans la finance traditionnelle, mais surtout, c'est que souvent, c'est du fait de la maladresse ou de la malveillance de l'utilisateur. C'est bon à savoir, parce que ça, par exemple, je ne le savais pas. Et du coup, question qui dérange, peut-être. Vas-y, c'est bon. Votre protocole, ce que vous faites dans le protocole Polygon avec Hesiod, est-ce que vous avez des moyens de vous prémunir contre ce genre de choses? C'est pour ça qu'on bosse avec Ledger Vault. C'est-à-dire que comprenez bien que l'argent des clients n'est jamais sur la blockchain. Elle est dans un coffre-fort. Et le coffre-fort, il est assuré par la licorne française leader mondiale qui est Ledger. Alors, ma réponse sera très lâche, Marc, mais j'ai envie de dire qu'on ne fera pas mieux que Ledger. Voilà, on ne fera pas mieux que Ledger. C'est-à-dire qu'on fait confiance à Ledger parce que c'est leur core business que d'assurer la sécurité et l'inviolabilité des fonds. En l'occurrence, quand tu as une clé Ledger et que tu la débranches du réseau, tu ne peux plus te faire piquer ton argent. Et Ledger Vault est une solution pour les intermédiaires comme nous. Et ils ont des moyens bien plus importants que nous, mais surtout, ils ont un savoir-faire de sécurité. Et c'est leur business model, donc ils n'ont surtout pas intérêt à ce qu'il y ait un hack. Ok, impeccable. Marc, merci beaucoup. Merci beaucoup. On aime. Mais les banques centrales, pourquoi elles ne font pas de crypto-monnaie à la place de... Elles ne vont pas investir sur leur propre crypto-monnaie. Vous ne croyez pas si bien dire. La Chine, évidemment, le fait depuis 3 ans avec son crypto-yuan, et la Banque Centrale Européenne et la Fed travaillent à ce qu'on appelle des MNBC, des monnaies numériques de banque centrale. La Banque Centrale Européenne prévoit de lancer son Eurocoin en 2026. Il faut bien comprendre que ce sera tout sauf c'est une crypto-monnaie au sens étymologique, mais elle sera très centralisée, puisque la Banque Centrale veut arrêter l'argent liquide pour contrôler évidemment l'argent noir et surtout contrôler les transactions. Et en 2026, on aura tous, vous et moi, plus qu'un seul compte à la Banque Centrale. On n'aura plus de compte à la BNP, au Crédit Lyonnais, nous particuliers. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne paiera plus 3,99 € pour accéder à notre compte, ce qui est du vol, tout simplement. Mais la Banque Centrale aura une traçabilité de tous nos fonds. Voilà. Et toutes les grandes banques centrales du monde sont en train de travailler à l'étude de ce token centralisé. Aux États-Unis, ils ont même mandaté Amazon. Jérôme Powell a mandaté Amazon pour tester. Amazon, petit commerçant en ligne, donc pour tester un peu la faisabilité. Donc on y vient, c'est-à-dire que c'est une très bonne question que vous posez. Quand les banques centrales elles-mêmes se disent on est obligé d'y aller, bah, c'est qu'on a compris que l'avenir est là, c'est irrémédiable. Ça n'a aucun rapport. Le Bitcoin est une réserve de valeur. Alors le Bitcoin étant très à part des autres. Le Bitcoin est une réserve de valeur. Historiquement, quand on a des périodes de tumulte sur les marchés, c'est l'or qui sert de valeur refuge. On se met sur l'or, on attend que les marchés se pètent la gueule et on revient. Demain, d'abord parce que l'or a une quantité, pas illimitée, mais en tout cas elle a une capacité de croissance de volume, alors que le Bitcoin est limité à 21 millions. Donc sa quantité limitée détermine une des raisons de sa valeur. L'autre, c'est que le Bitcoin permettra de convertir son Bitcoin dans n'importe quelle crypto-monnaie pour n'importe quel service. Et si tu convertis 100 millions d'euros, ça coûtera 3 €. Voilà, donc c'est une révolution d'interopérabilité entre les monnaies. On ne va pas le convertir avec la monnaie
comme les banques centrales? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Aujourd'hui, vous allez avec votre lingot d'or, vous pouvez vendre votre lingot d'or et avoir des euros avec. Demain, vous convertirez votre bitcoin comme vous convertissez un lingot d'or pour avoir de l'euro, du yen, du dollar, du pound ou que sais-je. Donc, est-ce qu'il y aura une interopérabilité entre justement les cryptos de monnaie de... Est-ce qu'on pourra les intégrer, ces cryptos de banque centrale, ces monnaies de banque centrale, monnaies digitales, dans par exemple de la DeFi ou de... Bien sûr, bien sûr. C'est déjà le cas. Vous avez aujourd'hui les stablecoins qui sont des crypto-monnaies qui répliquent des monnaies fiduciaires. Donc il y a eu évidemment des histoires pas possibles là-dessus, mais c'est la première étape vers cette interopérabilité, c'est-à-dire entre le monde de la monnaie fiduciaire et le monde de la DeFi. Mais vous avez une multitude de plateformes, je pense à AAV par exemple, mais il y en a plein qui vous permettent de faire ce qu'on appelle des swaps. Les swaps, c'est vous envoyez 5 000 euros en carte bancaire, vous voulez acheter de telle monnaie, ça convertit. Et quel que soit le montant, ça vous coûte des pouillèmes de centimes. C'est-à-dire que, alors évidemment, quand on change 100 balles, la conversion, elle est importante. Mais si je change 50 millions d'euros ou 1 milliard, je vais payer peut-être 50 euros. Donc, et ça se fait instantanément. Aujourd'hui, quand vous allez à l'étranger au Japon, bah, votre taux de change, il coûte très cher. Il y a des commissions de change, des frais de change, et puis il faut aller à un guichet. Enfin, c'est compliqué. Là, ça se fait en un clic sur le téléphone portable. Excellent. Moi, j'ai pas de... Ouais. Par rapport à, justement, vous utilisez un bridge, comme ça pour faire... Est-ce que ce bridge, du coup, il est souvent audité par voilà, une entité tierce, justement, pour s'assurer justement de la sécurité des fonds Monsieur est calé, j'adore. C'est une très bonne, non, mais c'est une très très bonne question. Ces fonds-là où il y a des hacks, c'est pour ça que... En fait, en parallèle de notre business model Hesiod, nous lançons en mars 2023 une ICO avec le token Hesiod, qui sera limité symboliquement à 21 millions. On va en vendre que 10%. Et après, on va garder 80% dans une fondation qu'on va distribuer aux détenteurs sous forme de rewards. Le détenteur, via un DAO, sera décisionnaire. Donc, il aura un droit de regard sur le bridge. Voilà. Donc, il sera actionnaire du protocole et il aura, pour répondre à ta question, un droit de regard. Donc, mais de toute façon, c'est évidemment notre intérêt que de ne pas faire n'importe quoi, parce que c'est notre entreprise. Mais c'est pas tout de le dire, il faut que les investisseurs puissent avoir un œil sur ce qu'on fait. Donc ils auront accès en toute transparence, parce que la DeFi est transparente, sur ce qu'on fait et le niveau de sécurité qu'on met en place. Alors on a le temps pour une dernière question, si quelqu'un a une question. Oui, allez-y. Quel est le retour que vous avez par rapport à la monnaie officielle au Salvador qui a Optez pour le Bitcoin. et s'il y a d'autres pays qui envisagent la même chose ou pas? Très bonne question. Alors le Salvador a adopté le Bitcoin l'année dernière, en février 2021, si je ne me trompe pas, donc ça fait un peu plus d'un an. C'était une révolution de souveraineté monétaire, parce qu'il ne faut pas oublier que je crois que c'est le peso salvadorien, je crois. Enfin bon, la monnaie salvadorienne était sous le joug du dollar, donc soumise à toute la mainmise de la puissance du dollar, donc ils étaient complètement soumis à ça. Donc ils se sont émancipés. Le problème, c'est qu'ils sont rentrés à 60 000 et que le Bitcoin est à 20 000. Donc ils sont rentrés, entre guillemets, au plus mauvais moment. Mais le président Bukele a remis une couche, il a racheté encore du Bitcoin aujourd'hui parce qu'il est convaincu que ce Bitcoin et cet écosystème des cryptos va remonter. Alors moi, juste dernière question. Est-ce qu'ils n'auraient pas plutôt intérêt à garder les bitcoins en réserve de valeur, comme le font les banques centrales avec l'or, et créer leur propre monnaie, du coup, digitale? C'est une très bonne question, j'ai pas la réponse, et probablement qu'il va y venir. Mais indépendamment de la décote qui se sont pris dans les dents, je pense que c'est rien à côté de la volatilité que subit leur monnaie depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'ils sont totalement victimes et subissent la volatilité de la dévaluation qu'on peut leur décider de faire sur leur monnaie, d'accord ? Pour des raisons bonnes ou mauvaises. Là, au moins, ils sont souverains, ils sont émancipés. Probablement que, je pense que la prochaine étape, c'est qu'ils fassent sa propre monnaie de banque centrale. Et pour répondre à votre question, le Brésil, beaucoup de pays d'Afrique, qui pareil, ont des monnaies très volatiles, très peu valorisées, veulent s'émanciper du système financier mondial très dominé par le dollar. Et donc, justement, ils vont tous tendre, alors soit à créer leur propre monnaie, soit le faire avec un étalon Bitcoin. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait il y a 100 ans ? Notre monnaie était étalonnée sur l'or. Demain, nos monnaies numériques seront étalonnées sur le Bitcoin. C'est pour ça que le Bitcoin est irrémédiablement voué à monter, parce qu'il va être notre étalon de référence. Un grand merci, Karl. Merci, Marc. Merci à tous. Merci beaucoup. Karl sera là de toute façon tout au long du salon si vous voulez venir le voir pour lui poser des questions. Et tu as d'autres Et à conférences 17h30 avec Quentin. Dans la salle.
Je ne sais pas. Regardez le programme.